Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé École, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, comme vous savez, qui est une émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à la thématique qui se nomme « Apprendre avec le numérique ». Aujourd'hui, on constate que l'apprentissage des jeunes, aujourd'hui, se fait beaucoup avec le numérique. On a décidé d'aller voir un peu plus comment ça se passe et pourquoi tant de numérique dans l'apprentissage des jeunes. Pour le plateau aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Comme vous savez, oui, moi je mets en haut mes invités. Je reçois monsieur Abdulrahman Gaye. Bonjour monsieur. Bonjour Féfé. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de Science Tech. C'est un plaisir. Voilà, merci. Alors monsieur Abdulrahman Gaye est un expert en cybersécurité et il est responsable métier administration système, sécurité et cloud. Comme vous voyez, on est en plein dans le numérique. Merci encore d'avoir accepté, vraiment c'est un honneur pour moi. Alors, nous allons rentrer en plein dans la discussion directement et je vais commencer par la première question. Qu'est-ce que c'est que le numérique? Alors, déjà, merci pour l'invitation au niveau de l'émission. Alors, le numérique, c'est l'ensemble, quand on dit numérique, c'est l'utilisation de l'ensemble des technologies. D'accord. Donc, de matériel, ordinateur, portable, montre connectée, de logiciels. Et tout ce qui est technologie pour le traitement de l'information. C'est ça qu'on appelle le numérique. Ok. Et c'est quoi apprendre avec le numérique? Parce qu'on a bien donné la thématique apprendre avec le numérique, mais vraiment pour que les téléspectateurs soient clairs sur la thématique, c'est quoi apprendre avec le numérique? Alors, apprendre avec le numérique, c'est tout simplement apprendre en utilisant ces technologies-là. D'accord. En utilisant une machine, un ordinateur, une tablette, en utilisant par exemple un logiciel. Et c'est tout simplement, en fait, tous ces éléments-là technologiques que l'on nomme par apprendre avec le numérique. Effectivement. Alors, comme vous le savez, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on voit l'école que nos parents ont eu à avoir, l'apprentissage qu'ils ont eu dans les universités, dans les écoles, il n'y avait pas forcément des ordinateurs, il n'y avait pas forcément des logiciels, il n'y avait pas forcément toutes les applications qu'il y a aujourd'hui. Donc, la question c'est comment le numérique a fait pour améliorer cet apprentissage-là aujourd'hui? Alors, déjà, en fait, ce qui se passe, c'est que le numérique a fait un impact très important depuis le Covid. Donc, il y a eu énormément de changements qui ont eu lieu. En fait, les gens se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des opportunités qui étaient ouvertes à nous. Alors, déjà, je donne juste l'exemple des grandes universités qui ont été forcées de s'arrêter pendant presque 2 ans. Et ce qui s'est passé, les gens se sont tournés vers le numérique. C'est-à-dire, il y a eu une fluorescence de plateformes qu'on a inventées pour tout simplement faire passer les cours en mode, parce qu'on ne pouvait plus faire les cours en présentiel. Donc, les cours ont commencé à être donnés en distanciel. Alors, sur le fait de donner, par exemple, les cours en distanciel aussi, il y avait plusieurs parties, il y avait plusieurs méthodes, il y avait plusieurs manières de faire. Il y a des gens qui ont essayé de transférer la classe carrément en ligne. C'est-à-dire, on a des cours où on rencontre le prof il est là, il est enregistré, il est en direct et on est en train de faire cours avec lui. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on faisait en classe n'était pas forcément ce qu'on peut faire en ligne. En classe, par exemple, le prof, il peut venir sur toi, regarder ta feuille et corriger. Alors qu'en ligne, on ne peut pas forcément faire ça. Alors, sur certaines matières, ça devient beaucoup plus compliqué, mais par exemple, sur les matières, par exemple, en IT, ça devient beaucoup plus simple, surtout en programmation. Parce qu'on peut partager son écran. Les étudiants peuvent voir, par exemple, tout le monde peut voir l'écran d'un des camarades, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il y a, on peut corriger et passer outre. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'opportunités qu'on a vues avec l'avènement du Covid. Les gens se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des choses qui étaient très ardues que l'on faisait en physique, comme par exemple la correction et autres. Il y a des professeurs qui ont essayé de créer des devoirs qui étaient interactifs. C'est-à-dire des devoirs qui étaient autocorrigés avec les quiz et autres. Bien sûr, c'est pas possible avec tous les types de matières, mais sur certaines matières, on pouvait faire beaucoup d'évaluations et regarder un peu, essayer de rectifier par rapport au cours et ainsi de suite. Donc, ça a donné vraiment beaucoup d'opportunités, en fait, dans l'enseignement. En tout cas, ça se voit, l'impact se voit réellement
nous qui sommes à l'université, que ce soit des personnes qui font des études dans l'IT ou non, l'impact du numérique est là, ça se voit et c'est clair. Et aujourd'hui, je pense même qu'on est devenu un peu dépendant de cela, mais on avance. Je vais pas anticiper sur les questions. Alors la question qui suit, c'est quels sont les avantages et les inconvénients du fait que le numérique se soit incrusté dans l'éducation? Alors, d'abord, sur les inconvénients, en fait, déjà l'accessibilité. Oui. Aujourd'hui, je vais par exemple sur une plateforme comme YouTube, je peux avoir tous les cours de Harvard, la meilleure université du monde quand même. Alors, et ça, c'est presque pour presque tous les domaines. Il y a beaucoup de contenus de cours qui sont devenus accessibles. Ça, c'est l'un des avantages. Alors, l'autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec les plateformes, avec les cours en ligne, les gens ne sont pas forcés de se déplacer. Oui, c'est vrai. En fait, on sait une chose, par exemple, bon, je donne l'exemple de Dakar, parfois pour aller faire cours, si on est en ville, en centre-ville et autres, on perd beaucoup de temps sur les embouteillages. C'est vrai. Vous voyez, maintenant, il y a des gens qui s'inscrivent en ligne sur des classes aux heures de descente. Parce qu'ils savent que, par exemple, je vais descendre à 16h, je vais descendre à 17h, mais je vais être dans les embouteillages pendant 2 heures. Il y en a qui vont même passer plus de 2 heures de temps sur les embouteillages. Et ils peuvent tranquillement suivre dans la voiture, avec leur portable, avec leur téléphone, faire le cours. Ça, c'est l'un des avantages. Donc, il y a aussi le développement de compétences numériques. Il y a des compétences maintenant qui sont accessibles vraiment pour nous. Donc, surtout, je parle des pays en voie de développement. Et le fait de pouvoir collaborer à distance. Aujourd'hui, il y a certains cours qui étaient faits par des experts qui ne pouvaient pas forcément tout le temps se déplacer ou délaisser le travail qu'ils avaient. Aujourd'hui, ces gens peuvent être invités dans les grandes universités, dans les grandes écoles, en ligne, et faire leurs cours normalement. Ça, c'est vraiment les avantages qui sont les plus importants, mais aussi ça vient avec des inconvénients. Ça, c'est sûr. Il y a toujours des inconvénients là où il y a des avantages. Alors, les gens se sont dit, on fait des cours en ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer quelque chose, on va essayer d'inviter des gens à se connecter et tout. Et quand on dit cours en ligne, il y a la connexion. Ça, c'est le premier frein. Aujourd'hui, on va voir que, par exemple, il y a les grandes universités comme l'Université virtuelle du Sénégal qui a certains problèmes avec la connexion sur certains domaines, sur certaines régions quand même. C'est carrément, je vais pas dire impossible, c'était très difficile pour les étudiants, ne serait-ce que pour charger déjà leurs ordinateurs. C'est pas que je vous coupe, mais ça me rappelle une expérience que j'ai eue juste vendredi dernier. J'avais devoir de Linux et c'était en ligne. Figurez-vous qu'il y a eu une coupure générale de courant à Ouakam. Pendant presque 3 heures, je n'avais pas accès à mon cours et j'ai raté le devoir. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point le manque de connexion c'est un flop total pour les cours. Carrément, carrément. Et en fait, c'est pas seulement ça. Donc l'énergie, donc la connexion, mais autre chose aussi, c'est qu'en fait, en essayant de faire des cours en ligne, on doit changer de méthode. Aujourd'hui, on va faire un cours en ligne, tu vas entendre, tu vas avoir un étudiant qui va être en train de cuisiner, tu entends les ustensiles. N'est-ce pas? Il y en a une autre, en fait, elle est à côté d'un bébé, elle est en train de crier. Donc, quand on fait, en fait, un cours en ligne, en fait, en utilisant le numérique de manière générale, il faut aussi, en fait, une manière de concevoir, de s'approprier ce cours-là. Et nous, je pense, on n'a pas été éduqués à, surtout, c'est un changement qui est très brusque, très rapide. On n'a pas été éduqués, même surtout au niveau des étudiants, à l'environnement. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un cours, même si c'est pas un cours en ligne, c'est un cours préenregistré, vous devez vous isoler. Ça, c'est sûr. Avoir un bureau où on peut s'isoler et rester tranquille et pouvoir être focus. Ne serait-ce que 2 heures de temps sur le cours, essayer de le faire normalement. On ne peut pas faire le cours en étant, par exemple, sur une motocyclette, en faisant un voyage, en regardant la télé ou en faisant la cuisine. Vous n'allez pas être concentré. Donc ça, en fait, c'est un des inconvénients. L'autre chose, c'est qu'en fait, il y en a qui n'ont pas pensé à faire le cours comme il se doit en ligne ou bien avec le numérique. Parce qu'en fait, il y a les durées. Parfois, tu vois un prof qui prend un cours de 3 heures de temps, qui le fait en ligne. Malheureusement, au bout de 30 minutes, les étudiants sont en train de dormir ou il a perdu la moitié de la classe. Parce qu'il y a des relances qu'il faut faire. On ne doit pas dépasser sur un contenu pédagogique plus de 15 minutes. Et après ces 15 minutes-là, il faut relancer. Il y a un petit quiz, il y a un échange, n'est-ce pas, pour que les gosses ils soient réveillés et qu'ils puissent suivre. N'est-ce pas? Et autre chose, c'est la dépendance, enfin. Donc les gosses maintenant, ils sont trop dépendants. Les étudiants sont trop dépendants des écrans, en fait, des plateformes et autres.
Ça, c'est aussi un des inconvénients au niveau des cours en ligne et au niveau des cours surtout avec le numérique. D'accord. Il y a aussi un constat. Bon, pour les cours en ligne, moi, je vais pas mentir. Moi-même, qui fais informatique, je n'aime pas les cours en ligne. Parce que déjà, au bout de 30 minutes, 1 heure, je commence à somnoler et je prends mon téléphone, je commence à scroller. Et imaginez un cours de 40 heures ou encore de 30 heures. Si c'est que en ligne, je vais rater tout le cours, en fait, et je ne vais rien comprendre. Donc, c'est vraiment que les professeurs essaie de gérer cette manière-là, de gérer les élèves, parce que oui, on nous perd très rapidement lorsqu'on ne suit pas. Et c'est un cours gâché. Donc vraiment. Et il y a aussi un autre point qui me revient en tête, c'est par rapport au fait que les élèves aussi ne travaillent plus. Moi, j'ai des condisciples, quand on nous donne des devoirs en ligne, ils ne font plus le devoir. Ils vont sur Internet ou sur ChatGPT, ils tapent la question qu'on a demandée, et la réponse sort, il fait un copier-coller, il envoie par mail au professeur. Je ne l'ai pas encore fait particulièrement parce que j'ai trop peur. Mais il y a d'autres. Est-ce que c'est pas aussi un inconvénient? Alors, l'intelligence artificielle maintenant, elle est incontournable dans tout ce que l'on est en train de faire, mais en fait, il faut savoir s'adapter. Quel que soit le devoir que tu vas faire, il y a une manière d'écrire le devoir pour qu'en fait, ce ne soit pas copiable ou bien que ce ne soit pas fait normalement avec chat. Et comme il y a chat aussi pour donner les réponses, il y a en fait des intelligences artificielles qui permettent d'analyser les réponses pour savoir si ça a été écrit par une intelligence artificielle. Et les professeurs en savent quelque chose, depuis peu quand même. Les profs qui font, surtout les profs de maths et les profs de programmation. Ils sont plus vigilants. Oui, non, c'est facile de savoir si tu as écrit le code ou pas. Donc, bon, il y a des intelligences artificielles ceux qui sont payants surtout, ça. C'est très difficile de déceler, mais c'est toujours possible. Alors, c'est un inconvénient avec chat parce que les gens ne se donnent pas trop le temps de faire de la recherche. Il y a une lourdeur maintenant. Carrément. Mais en fait, c'est un avantage dans la mesure où en fait, l'intelligence artificielle te mène vers l'essentiel. Aujourd'hui, c'est qu'on perdait beaucoup de temps pour faire de la recherche par rapport à une thématique. Mais quand tu vas sur chat, il va faire le travail là, il va faire sur toutes les plateformes, il va te trouver les réponses qu'il a, il va te condenser les réponses et te donner ça. Mais en réalité, c'est quoi le frein? Parce qu'aujourd'hui, moi qui suis dedans, je trouve qu'il y a une certaine lourdeur que les étudiants, ils ne cherchent plus. Et là, il y a une certaine facilité. Bon, est-ce que je suis obligée de faire ça? Mais en faisant ça, peut-être tu vas apprendre. Mais si tu prends un raccourci et que tu trouves directement là, parce que c'est pas un frein dans l'apprentissage ou bien de manque de notions. Ça veut dire qu'on revient à la dépendance, c'est que la personne, l'élève, est dépendant maintenant. Sans ça, il n'a pas de connaissances. Tout à fait. Alors, j'aime bien, en fait, il y a une chanson de Chris Jericho, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit que je suis artificiellement intelligent. Parce qu'en fait, moi, je dis tout le temps, j'aime bien lancer des pics aux étudiants en leur disant que vous êtes artificiellement intelligent si vous regardez juste l'intelligence artificielle. Parce que le jour où on va vous retirer la machine, en fait, ça ne passe plus. Il faut, par exemple, en fait, nous aussi, côté, les enseignants ont un très grand rôle par rapport à ça. Il faut susciter l'envie. Il faut pas que, par exemple, le cours soit tout le temps une corvée. D'accord? Il faut essayer vraiment de les appâter, de les charmer par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais aussi, ça dépend aussi de, quand on a un outil, c'est à nous de voir comment on va l'utiliser. Je renvoie encore avec l'histoire de Nirmini, le marteau de Thor. La première personne qui l'avait l'utilisait comme engrais, donc pour faire fructifier les éléments au niveau de son champ. La deuxième personne qui l'a eu l'utilisait pour faire la guerre. Donc Thor l'utilisait pour faire la guerre. Donc vous voyez un peu, donc quand on a un outil aussi, il faut savoir bien l'utiliser. L'intelligence artificielle est un outil formidable si elle est utilisée à bon escient. Et aussi, ça donne maintenant, en fait, ça j'ai oublié de le dire par rapport aux avantages, mais il y a maintenant, en fait, de nouveaux types d'étudiants, des gosses qui sont hyper autodidactes. C'est sûr, oui. Tu commences un cours que tu commences à faire. Non, mais en fait, il te pose une question, tu sais que le gars, il a fait des recherches et il a eu. Donc, on est beaucoup plus autonome les étudiants. S'ils veulent vraiment le savoir, la connaissance, la compétence, on peut l'utiliser à bon escient. D'accord. Surtout. Ok, donc les élèves, le professeur aujourd'hui, l'expert vous a défendu. Moi, je reste sceptique par rapport à ça. Je pense qu'il faut aussi un peu rester dans le manuel. Mais bon, aujourd'hui, c'est assez compliqué de revenir au manuel quand il y a le numérique qui mine dans tous les domaines. Alors, la question qui suit, c'est quels sont les défis liés à l'apprentissage avec le numérique? Bon, sur les défis,
Alors, sur les défis, d'abord, il y a l'inégalité sur l'accès aux technologies. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'énergie, on a parlé tout à l'heure de la connexion. On oublie parfois de parler du matériel, parce que quand on doit faire, en fait, quand on doit utiliser le numérique pour l'apprentissage, il y a un matériel qui est sous-jacent. Soit c'est une tablette, soit c'est une machine, soit c'est un ordinateur, et c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc, on voit ça, c'est un des défis. Le deuxième, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'enseignement. Les enseignants doivent se reformer aussi pour revoir un peu la manière dont ils vont donner les choses. C'est pas en fait un désavantage que d'avoir l'intelligence artificielle ou autre, mais il y a des avantages. On peut avoir un cours qui est beaucoup plus interactif. On peut faire des évaluations en fait de plus en plus régulièrement sans pour autant gâcher tout son temps à être là à corriger. Donc par exemple, bon, le dernier désavantage peut-être que je peux dire, c'est peut-être la protection des données. Parce qu'en fait, c'est chaque fois du contenu qui est en ligne. C'est chaque fois, en fait, un savoir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un prof qui se met dans son coin, qui a fait de la recherche pendant peut-être X time, qui crée un cours qui est à son image, des quiz, des devoirs, des labs et autres. Alors, le fait juste de le mettre en ligne et, je vais dire, entre guillemets, perdre ça, c'est pas perdre même, parce qu'en fait, c'est pour partager, ça pose un peu un problème. Donc, la protection des données aussi, c'est un des défis. Moi, je vois que c'est pas là même. C'est pas encore au point? Non, c'est pas encore au point. La législation, elle est là, en fait, les lois sont en train d'être votées, mais en fait, tout n'est pas encore au point de ce côté-là. Surtout, le fait de protéger vraiment les gens qui ont créé. Donc, ça reste un peu. Sur la protection des contenus. D'accord. Je vais me retourner vers vous, on a assez parlé du numérique. On reviendra sur le numérique, mais je vais me tourner sur Monsieur Gaye et demander pourquoi vous avez choisi de travailler dans le numérique. Est-ce que c'est une passion ou bien juste la vie qui vous a mené? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font aujourd'hui des métiers, mais juste parce que la vie les a menés. Bon, en fait, moi, il faut juste dire que je suis passionné d'éducation. J'adore apprendre, j'adore découvrir de nouvelles choses. D'accord. Alors, parfois, par exemple, quand je donne mon parcours, les gens ils se disent, mais comment il a fait? Il est trop intelligent. Non, en fait, c'est juste que j'ai eu de la chance. Parce que cette thématique-là, elle m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, elle m'a permis de forger carrément, en fait, mon parcours professionnel. D'accord. Aujourd'hui, déjà moi, j'étais mathématicien. J'ai fait des maths. Donc, j'ai fait à l'UCAD. Donc, après le bac S1, j'ai fait, en fait, MPA. Donc, maths physique. Donc, il n'y avait rien qui me prédestinait à faire de l'informatique. Mais quand je suis arrivé en licence, il y avait un éminent professeur qui est toujours à l'université, en fait, le professeur Sangaré, que je salue au passage. Donc, alors, je lui ai posé la question à savoir, quand j'étais en licence, moi, je veux vraiment continuer les maths, mais en fait, j'aurais bien aimé avoir un domaine dans lequel il va être appliqué. D'accord. Et il m'a dit, non, mais tu vas faire TDSI. TDSI, c'est transmission du signal et transmission de données et du signal informatique. Donc, c'est l'un des masters les plus prestigieux quand même ici au Sénégal, parce que la majeure partie des gens qui gèrent les infrastructures technologiques IT au Sénégal sont sortis de là. Et quand je suis allé là-bas, maintenant, j'ai fait un master. J'ai fait un master en informatique, mais en continuant les maths. Parce que je ne voulais pas perdre mes bases en maths. Alors, on s'est rendu compte qu'en fait, tout ce que l'on faisait de manière théorique, parfois, on pouvait l'appliquer avec l'informatique, en faisant des simulations, de la programmation, et c'est devenu une passion. Maintenant, quand je me suis lancé dans ça, après le master, je me suis rendu compte qu'il y avait des plateformes. On en va en parler tout à l'heure. Il y avait des plateformes qui permettaient de faire des cours en ligne, des cours qui n'existaient pas forcément ici au Sénégal, et des plateformes qui sont gratuites. J'ai commencé à suivre les plateformes. Alors, si je dis à une personne, par exemple, j'ai une licence en bioinformatique, elle me dit, pourquoi tu vas faire ça? Tu en as besoin de cas. En fait, j'aimais bien le nom bioinformatique, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de voir ce que ça va donner? Et après, de fil en aiguille, j'ai travaillé sur des plateformes. Maintenant, en fait, je gère des plateformes. Par exemple, je gère ce qu'on appelle une plateforme de certification. Je ne sais pas si vous connaissez. Une certification, c'est une preuve de compétence. Je l'ai fait avec Cisco. Voilà, donc une preuve de compétence à l'international. Donc ici, tu peux être partout dans le monde et faire un cours de Cisco CCNA. Donc je le fais avec une entreprise, la publicité est gratuite, qui s'appelle Simplon, mais en fait ils font des cours gratuitement. Donc c'est une entreprise qui est solidaire, qui œuvre dans le numérique.
Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, c'est vraiment une passion. Et quand on commence à faire les certifications, vous allez voir, en fait, de fil en aiguille, vous devenez accro. Parce que c'est un monde qui est vraiment merveilleux, qui offre des opportunités pas possibles. Et aujourd'hui, pour moi, l'un des défis, en fait, pour l'Afrique, pour le Sénégal en particulier, c'est de pousser les gosses à aller vers ça. Tout à l'heure, tu parlais de l'Unix. Aujourd'hui, une personne, juste parce qu'elle a fait une certification en Unix, ben, elle peut travailler. Et la certification, elle est reconnue à l'international, c'est-à-dire au Sénégal et dans le monde. Et en plus, elle est gratuite. Ça, c'est vraiment un des points que beaucoup ne connaissent pas, les certifications Linux. Cisco, il faut vraiment le faire. Vraiment, c'est intéressant. Tout à fait. Et la certification, comme l'expert le disait tout de suite, c'est vraiment, ça te permet d'avoir le boulot partout. Et c'est ouvert à tout le monde. Il faut pas hésiter. Si vous êtes intéressé par le réseau et tout ça, allez-y faire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je suis captivée par votre expérience parce que c'est intéressant toujours d'écouter la vie, le parcours de certains professionnels, de certains professeurs. Aujourd'hui, vos élèves vont vous regarder. Ils connaîtront un peu le parcours que Monsieur Gueye a eu. Et c'est un parcours vraiment formidable. Quitter des maths à l'informatique, c'est vrai que c'est relié. C'est très lié. Mais les gens croient toujours que c'est dissocié. Ça vient des maths. Oui, l'informatique, ça vient des maths. Donc, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à la distance, le numérique a apporté cette chance-là d'être au Gabon, d'être au Sénégal, d'être en Côte d'Ivoire, mais de recevoir certains cours qui reviennent des États-Unis, d'un autre bout de la Terre. Et ça, c'est vraiment un avantage. Et j'espère, et c'est aussi une question que je vous pose, quelle est la place de l'Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'Afrique a atteint le niveau qu'il faut, comme l'Europe, comme l'Amérique, par rapport au numérique? Bon, il faut pas se mentir aussi. C'est pas encore le cas, à mon avis. Alors, bien sûr, il y a quand même des points émergents en Afrique où il y a des choses qui sont extraordinaires qui sont faites en robotique, dans le nucléaire ou bien en programmation, des choses vraiment très bien en IA. Mais c'est pas pour toute l'Afrique, déjà. Alors, par rapport aux compétences maintenant, alors, on avait parlé tout à l'heure des freins, donc l'énergie, la connexion, en fait, le matériel. Il y a des choses comme ça qui nous freinent le plus souvent. Mais par rapport à la compétence, si une personne a une connexion, a le matériel, en fait, rien n'est fermé. L'Africain aujourd'hui a, pour moi, tous les outils grâce à l'enseignement avec le numérique pour se développer. Côté compétences, je parle pas de connaissances, je parle de compétences. Côté compétences, en fait, il n'y a pas de frein. Si on a, outre ces éléments-là, si on a vraiment, en fait, le matériel adéquat, il n'y a pas de frein par rapport à ça. D'accord. Surtout. D'accord. Et pour moi, c'est un brin d'espoir parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui sont là. Donc, les cours qui sont en ligne, les certifications. Par exemple, on a l'avènement de l'IoT qui permet aux gens de créer des choses. Donc, et l'IA qui vient encore. Donc, l'Afrique joue sa place donc, par rapport à l'IA. Donc, vraiment, on est en train d'émerger par rapport à ça. C'est pas encore au niveau où on aimerait que cela soit, mais on a vraiment notre place au niveau du monde par rapport à ça. Comme disait ma mère, je ne suis pas encore là où je dois être, mais je ne suis plus là où j'étais. Voilà, donc, c'est ça. On y va petit à petit, on va y arriver. Et quel est le conseil que parce qu'aujourd'hui, quand on va sur Internet, on trouve toute forme de plateforme en ligne. Quel est le conseil que vous donneriez à tous ces étudiants-là, tous ces apprenants-là qui cherchent pour reconnaître les bonnes plateformes en ligne, comment trier, comment repérer la meilleure? Alors, sur les plateformes d'abord, bon, vous pouvez faire un classement très rapidement, un top 10 sur les plateformes. Bon, il y a des plateformes qui sont, malheureusement, qui sont payantes. Donc, ils offrent des cours gratuits, mais qui sont payants. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas parler, par exemple, de cours avec le numérique, de cours en classe virtuelle ou bien en classe à distance, avec coaching ou sans coaching, sans parler, par exemple, de Coursera. Coursera, EDX. Bon, c'est vrai, c'est payant et parfois c'est très cher, mais ils ont quelques cours qui sont gratuits. D'accord. Donc, ça, c'est d'un. Alors, il y a aussi des plateformes, bon, parce que nous, on est bloqué le plus souvent par rapport à la langue. C'est vrai. Parce qu'en fait, il y a des gens, et malheureusement, avec surtout dans le monde IT, en fait, tout est en anglais. Mais il y a des plateformes, par exemple, qui sont en français. Il y en a qui sont payants et il y en a qui ne sont pas payants. Je parle de Open Classroom. Le coaching, mais en fait, il y en a un autre qui est le FUNMOOC, France Université Numérique. C'est super, c'est gratuit, il y a des certifications aussi gratuites.
Mais par rapport au domaine où vous êtes, par exemple, aujourd'hui, si je veux apprendre le réseau, je vais faire du CCNA ou bien du Huawei. Si je veux apprendre la programmation, je vais sur une plateforme Python Institute ou pour faire de l'algo, du C. Il y a les plateformes qui sont là. Alors, deux choses. Quand vous êtes en train de vous rechercher la compétence, allez déjà vers ces plateformes-là pour au moins avoir les cours, les TD, les TP et les quiz. Il y a des gens qui vont se dire que nous, on peut payer pour faire la certification. C'est pas forcément le début pour débuter. Commencez par des cours qui sont gratuits. Ayez de l'expérience, engrangez et ayez en fait au moins beaucoup de certifications. Certification, je parle de certification en termes d'attestation de suivi avec succès. D'accord. Quand on suit un cours jusqu'à la fin, on a fait tous les TD, tous les TP, tous les quiz. Il nous est délivré une attestation qui dit qu'en fait, on a suivi et on a pu faire tel. D'accord. Ça peut même peser, par exemple, par rapport à votre CV. Moi, aujourd'hui, je préfère une personne qui a fait du CCNA, qui a suivi tout le cursus et qui a fait tous les TP, qu'une personne qui est venue passer la certification seulement. D'accord, je vois. Parce que si vous voyez un peu, donc nous, on le fait au niveau de Simplon, on fait un coaching, formation jusqu'à la fin et on fait la certif. Parce qu'une personne peut réussir la certification sans pour autant avoir toutes les compétences que l'on veut. Ah, moi, je l'ai eu, parce qu'il y a des réponses sur Internet. Carrément. Donc c'est ça. Moi, c'est pour ça que, par exemple, certains RH, ils vont pas regarder seulement la certif, mais ils vont regarder, en fait, est-ce que vous avez fait la formation normalement. Je vois. Donc, ça, c'est le conseil que je donne. Mais il y a les plateformes qui sont là. D'accord. Et il y en a une multitude. Mais prenez, en fait, le top 10 pour voir un peu. D'accord. Surtout. Donc, je dirais à nos apprenants de faire beaucoup de recherches et de mettre des bons mots-clés pour quand vous sortez les meilleures plateformes en ligne pour votre apprentissage. Alors, la question qui suit, c'est l'une des dernières. C'est, est-ce que le numérique a atteint son but dans l'éducation aujourd'hui? Quand on regarde un peu, quand on fait un peu le point de tout ce qui se passe. Bon, moi, je dirais atteindre son but, je dirais oui et non. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on sait que le numérique est indispensable là où on est. Oui. Il y a des entreprises qui ne font que dans le numérique. Mais côté enseignement, il reste beaucoup à faire. C'est sûr. Alors, déjà sur la formation des formateurs, sur la formation des étudiants, sur les plateformes que l'on utilise. Parce qu'il y a des écoles, il y a des universités qui utilisent des plateformes, mais en fait, c'est pas encore au point. Tu te connectes, on a des problèmes de connexion, le serveur est à down, des choses comme ça. Donc, il reste du chemin. Il reste beaucoup de chemin à faire. Parce qu'en fait, par exemple, si on regarde seulement les LMS, les plateformes de cours en ligne, les plateformes de cours en ligne, que ce soit synchrone ou asynchrone, il n'y en a pas beaucoup déjà ici au Sénégal. D'accord. Donc, même dans le monde, même au niveau de l'Afrique, quand même, en fait, il y en a, mais en fait, ils sont pas très connus. D'accord. Donc, par exemple, sur la production de contenu aussi, il y a beaucoup à faire. Donc, il reste beaucoup de chemin par rapport à ça. Moi, ça, c'est mon avis. Mais le but est en train de s'atteindre petit à petit. Non, parce qu'en fait, il y a certaines écoles qui viennent tout juste de comprendre qu'en fait, il faut que l'on passe parfois en ligne. Je vois. C'est pas forcé, mais il faut parfois. Par exemple, quand il y a des perturbations, on ne le souhaite pas. On ne doit pas juste rester comme ça et ne plus tout. Et le Covid a sonné le glas. Aujourd'hui, on ne le souhaite pas, mais si on avait un deuxième X virus, comment on allait faire? Vous voyez? Et les gens, en fait, il faut toujours, par exemple, essayer d'anticiper par rapport à ces choses-là. Effectivement. Donc, c'est pour ça que, par exemple, le ministère de l'Éducation au Sénégal a proposé qu'il y ait chaque fois une plateforme par rapport aux écoles, les grandes écoles, et en fait, c'est proposé par le ministre, pour que l'on puisse quand même, à chaque fois qu'il y a une perturbation, essayer de balancer en mode en ligne. D'accord. Donc, c'est le ministre qui a préconisé ça pour les écoles. D'accord. Et je voulais aussi demander par rapport au nombre d'élèves. Je trouve qu'en ligne, on peut avoir une plus grande classe qu'en présentiel. C'est à peu près combien d'étudiants? Bon, ça, c'est une idée que l'on se fait. En se disant qu'en fait, je peux prendre 200 qui vont juste se connecter. Et malheureusement, c'est une chose qui n'est pas bien. Okay. C'est pas parce que la classe, elle est en ligne que l'on peut prendre 1 millier de personnes. D'accord. La qualité du cours, forcément, elle va en pâtir. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des étudiants qui ne vont pas poser des questions
malheureusement. Mais imaginez par exemple, j'ai 200 étudiants. Chaque étudiant pose une question. C'est compliqué. Il faut chaque fois trouver le juste milieu entre les différents éléments. D'accord. Alors, on peut balancer aussi. Il y a des plateformes sur lesquelles vous faites un cours synchrone. On est 1h45 avec des recoupements. Donc, 45, quand on fait 15 minutes, un quiz de 5 minutes, 15 minutes, un quiz de 5 minutes, et j'en passe. Maintenant, quand on finit, il y a ce qu'on appelle un forum. Et dans le forum-là, en fait, le cours déjà, il est enregistré. Et dans le forum-là, on pose toutes les questions qu'on envoie. Il y a une équipe pédagogique qui est derrière. D'accord. Ça, c'est possible de prendre un très grand nombre quand il y a le forum qui est à côté. D'accord, je vois. Mais sinon, un cours juste simple, qu'on veuille passer de la classe en ligne en prenant, ça, c'est pas forcément une très bonne idée. Est-ce qu'il n'y a pas des bugs? Sûrement. Ça fait que déjà, par exemple, gens qui se connectent. quand ça, c'est plutôt par rapport aux plateformes. Mais même ça, ça peut être gérable. On peut avoir 300 personnes qui se connectent et qui suivent. Mais malheureusement, la prise en charge, c'est pas la même chose. Je vois. Donc, la qualité, forcément, va en pâtir. D'accord. Forcément, va en pâtir. Merci, Monsieur Gay. De rien. Et on va finir par la question que j'aime poser à tous mes invités. C'est quel est votre mot de fin par rapport à la thématique? Quelle est la chose que vous teniez forcément à dire à nos téléspectateurs? Voilà. Alors, pour cette thématique-là, alors moi en particulier, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle m'a permis quand même de forger un peu mon parcours professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, aujourd'hui aussi, je travaille pour une entreprise à but non lucratif, donc solidaire du moins, et qui œuvre dans le numérique. Et tout ceci, ce que je peux juste donner au fait, aux étudiants, c'est qu'en fait, il faut y aller. Aujourd'hui, il faut s'approprier cette chose-là. Arrêter les TikTok, arrêter les YouTube. Il y a des choses qui peuvent être importantes avec ces nouvelles technologies-là. Mais si on rate ce coche-là, en fait, c'est juste fini. Et à un moment donné, il faut qu'on ait quand même une certaine discipline par rapport à l'utilisation de ces technologies-là. Les plateformes sont là, les cours sont là. Bien sûr, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Mais si vous cherchez juste la compétence, il y a à faire. Il y a à faire. Et en fait, il suffit juste d'être curieux, d'être motivé, surtout. Ce sont ces deux choses-là. Je me dis que si la personne, elle est curieuse et qu'elle est motivée et qu'elle sait vraiment ce qu'elle veut, elle a une petite autodiscipline, ça peut donner ce que l'on veut. Donc, faites un peu de recherche sur ce que vous voulez apprendre. Allez sur les plateformes et exercez-vous. Moi, c'est le conseil que j'aurais donné. Merci beaucoup, Monsieur Gay. C'est un véritable conseil pour nous tous parce que moi aussi, qui suis sur le plateau, je suis aussi apprenante. On va faire des recherches, on va être un peu plus curieux parce qu'aujourd'hui les étudiants ne le sont plus et c'est vraiment dommage. Cherchons, allons-y toujours à la recherche de l'information et surtout la bonne information. Donc je vous rappelle, aujourd'hui on parlait de apprendre avec le numérique et je recevais Monsieur Abdulrahman Gay. Merci encore pour avoir accepté l'invitation. Et chers téléspectateurs, je vous dis au revoir. On se retrouve pour une autre émission, une autre thématique. Restez avec nous, c'est sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Merci.